Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai le grand plaisir de vous faire une présentation ce matin au nom de deux sociétés que je représente ensemble avec mon collègue Georges Sutter qui est assis dans l'Assemblée. Et donc on représente la société Firex qui est établie en Suisse et la société Index donc, qui est établie en Allemagne. Donc c'est un peu compliqué puisque moi je suis français, je travaille en Suisse pour une boîte allemande et une boîte suisse. Mais je crois qu'on va s'y retrouver. Donc ça fait plus de 30 ans que Georges et moi-même nous travaillons ensemble. On est des joyeux retraités et on a été redemandé il y a 2 ans donc à une société, donc Firex, qui nous a contactés et qui nous a demandé si vous voulez encore continuer un peu notre vie ensemble au niveau du travail, bien entendu, et donc apporter notre soutien aux entreprises, que ce soit au niveau pharmaceutique, chimique ou dans l'alimentaire, avec nos 30 années d'expérience. Donc on est encore fiers et heureux de pouvoir exercer ce métier, ne serait-ce qu'à mi-temps, voire encore un peu moins. Et donc ce matin, ce que j'aimerais vous présenter, c'est surtout des explosions donc, qui concernent les poussières métalliques. La genèse d'une explosion de poussière classique, vous la connaissez. Il faut un solide, il faut de la poussière surtout, il faut que ce soit inférieur à 500 micromètres, il faut de l'air et il faut une source d'inflammation. Et une fois que ces trois sont bien réunis, on peut générer une explosion. Voici une explosion de poussière de maïzena, donc c'est tout classique. Donc il suffit de mettre l'ensemble dans les bonnes conditions. On a une source d'inflammation, on a une poudre qui est très fine, on a le bon dosage aussi, et une fois que les trois sont bien réunis, donc on peut arriver donc à une explosion. Et nous, notre métier, c'est pas de faire ça, des explosions, c'est justement de les éviter. Et qu'en est-il des métaux? Est-ce qu'ils sont effectivement aussi inflammables ou pas? En règle générale, on dit que de l'acier, ça ne va pas brûler, ça ne va pas exploser. Mais tout dépend des conditions dans lesquelles on s'y retrouve. Donc les métaux peuvent être oxydés selon la formule ci-après. Donc, or, les métaux précieux comme l'or et le platine ne réagissent pas à l'oxygène que dans des conditions très extrêmes. Tous les autres métaux forment à l'air libre une couche d'oxyde en peu de temps qui empêche ensuite le contact avec l'air. Donc on peut dire que c'est flegmatisé. Donc dès que c'est couvert d'une couche d'oxygène, dès que c'est oxydé, il ne peut plus y avoir une explosion. Donc la couche d'oxyde se forme sur la surface du métal et elle interrompt l'oxydation. Voilà un petit exemple. Donc on a du sodium que tout le monde connaît. Donc on a simplement fait une petite découpe sur le sodium et vous allez voir à quelle vitesse donc, ce sodium va s'oxyder. Donc vous voyez, au départ c'était tout blanc en bas à gauche et au-dessus à gauche c'est déjà oxydé. Donc il n'y a plus de risque d'explosion. Tous les métaux peuvent-ils être oxydés selon cette formule? Les métaux alcalins et alcalino-terreux peuvent également être enflammés sous forme macroscopique. Un exemple, c'est le magnésium. Donc on prend une flamme et on peut facilement allumer le magnésium. Vous voyez que ça va très vite. Là, tous les métaux peuvent-ils être donc oxydés selon toujours la même formule. Il y a de nombreux métaux qui deviennent pyrophoriques. Ça veut dire qu'ils s'enflamment d'eux-mêmes. Donc on n'a pas besoin d'une source d'inflammation quelconque.
Et tout dépend donc de la taille des particules, hein. Plus ça devient petit, plus ça va s'enflammer. Donc même les métaux comme le cuivre, hein, qui normalement n'est pas explosible, en tant que poussière, il peut le devenir quand on parle de macroparties ou de nanoparticules. Donc ils peuvent exploser dans l'air. Un exemple bien concret, c'est le titanium. Donc là, on a notre poudre de titanium et puis dans le bécher, donc on l'a rempli avec de l'argon, hein. L'argon est un peu plus lourd que... Oui, donc simplement en le jetant dedans, donc le titanium peut encore s'enflammer même dans un milieu inerte. Certaines poussières métalliques, hein, comme le magnésium, l'aluminium ou le titane, peuvent être oxydées par du CO2 ou par de l'eau, hein, donc à très haute température, c'est-à-dire qu'elles brûlent au contact des gaz et vapeurs qui peuvent être utilisés pour inerter des poussières organiques. Voici les deux formules, hein, donc on a deux magnésium plus du CO2, va nous donner de l'oxyde de magnésium et du carbone. La deuxième formule, donc, c'est de l'aluminium, hein, qui est mélangé donc, avec de l'eau et on obtient donc des molécules d'hydrogène ainsi que de l'oxyde d'aluminium. À température élevée, le magnésium et le titane peuvent également, avec l'azote, former des nitrures. Voilà. Donc on a mis du CO2, hein, qui provient d'une bouteille, hein. Donc on remplit notre bécher. On fait un contrôle, on prend une petite bougie, on la trempe à l'intérieur, la bougie s'éteint aussitôt, hein. On prend du magnésium, le magnésium continue de brûler, malgré qu'il est dans un état totalement inerte. Là, j'aimerais bien vous soumettre une vidéo, hein. Donc, c'est un sinistre qui est arrivé il y a quelques années, donc à Indiana, aux États-Unis. Sean Boone was a mechanic at the Hayes Lemmers plant in Huntington, Indiana. I got you going around the corner, man. The company produced aluminum car wheels. The process of finishing the wheels left behind aluminum scraps, which were chopped into small pieces and sent to a furnace to be melted and reused. Chopping, drying, and blowing the dry chips through the transfer piping created highly combustible aluminum dust, which flowed through ducting to a steel drop box outside the building, where large particles were trapped. The air then entered a dust collector, which removed finer aluminum particles. Over time, aluminum dust accumulated inside ducts. In addition, there were leaks in the piping used to transfer aluminum chips, which caused dust to build up on surfaces throughout the furnace area. Aluminum dust landed on beams, ledges, and equipment. In some places, the dust was several inches deep. On the night of October 29th, about 10 minutes after workers started the aluminum chip melting process, aluminum dust inside the dust collector was suddenly ignited, perhaps by a metal ember or impact spark, resulting in a large explosion. The blast propagated back through the duct into the steel drop box, blowing it apart. The fireball and pressure wave continued back through the duct system into the building, gaining intensity as the accumulated aluminum dust ignited. The violent disturbance shook loose dust that had built up on external surfaces. At about 8:30 p.m., plant mechanic Sean Boone was one of several workers in the area of the furnace. Without warning, a fireball erupted from the furnace, engulfing the area and igniting airborne dust in a second, larger explosion. The explosion blew a 50-foot wide hole through the roof of the building. Co-workers found Sean Boone lying on the floor near the furnace, gravely injured.
Voilà, je crois que cette vidéo est quand même assez prenante, hein, puisque bon, déjà dans un premier temps, il y a eu malheureusement mort d'homme. Mais là, on peut constater que au niveau du traitement de l'aluminium, ça peut devenir très très dangereux. Et très souvent, quand il y a une première explosion, et si le tout n'est pas isolé, les autres parties, donc la flamme se propage vers les autres récipients, et donc on accélère encore un coup, et donc ça devient encore plus dangereux que l'explosion d'origine, hein. Donc il faut être très très prudent à ce niveau-là. On va passer un peu aux données caractéristiques, hein. Donc, chacun sait qu'on ne peut pas travailler comme on veut. Donc, avant d'utiliser n'importe quel métal ou n'importe quel produit, que ce soit organique ou inorganique, il est toujours important de connaître les données de sécurité. C'est un peu la carte d'identité de chaque produit. Et si on veut faire du travail correct au niveau de la production, il faut également connaître donc ces valeurs. Il y a deux valeurs principales qu'il faut connaître, hein. Donc, si on veut faire de la prévention dans une usine, la première valeur qui est nécessaire, c'est l'énergie minimale d'inflammation. Donc, avec l'énergie minimale d'inflammation, on sait jusqu'à quelle énergie le produit est encore susceptible de s'enflammer ou non. On a une barrière au niveau de l'énergie minimale d'inflammation. On parle toujours de différentes sources d'inflammation qui sont possibles. Et là, la plus importante au niveau de l'EMI, c'est l'électricité statique. On sait qu'à partir de 10 millijoules ou inférieur à 10 millijoules, on a un grand risque d'explosion, hein, puisque nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, si on ne porte pas des chaussures antistatiques, si le sol n'est pas conducteur, donc on est une source d'inflammation. Donc si c'est supérieur à 10 millijoules, ce sera déjà un peu différent. Et si on veut mettre un système de protection en place, là on parle plutôt de pression maximale d'explosion ou la valeur KST, hein, donc c'est la constante d'explosion qu'on peut mesurer. Donc en ce qui concerne les données de l'aluminium, hein, là c'est issu d'une base de données Gestis, hein, que vous pouvez également retrouver sur le site, c'est hébergé sur le site de l'INRS. Donc les données des tableaux ne sont pas toujours utilisables par l'effet de la couche d'oxyde domine. Donc l'origine et le traitement de l'échantillon sont dans ce cas-là très pertinents. Là, on peut remarquer, hein, donc, que l'énergie d'inflammation peut être très très faible au niveau de l'aluminium si cet aluminium n'était pas oxydé. Donc on frôle ou on est même à 1 millijoule, hein. Donc c'est 10 fois inférieur à l'énergie que nous dégageons. Et les pressions maximales d'explosion peuvent aller jusqu'à 12 bars ou au-delà. Voilà, dans certains cas, les pics suivants ont été mesurés en ce qui concerne l'aluminium, hein. Donc ça peut aller jusqu'à 13 bars, alors qu'en règle générale, pour les poudres, on est aux alentours de entre 8 et 10 bars. Pour le Kmax, donc c'est la constante de pression, Kmax ou KST, là on est à 1100 bars mètres par seconde. Je voudrais également vous présenter un ami de longue date, hein. Donc Frédéric, qui dirige un laboratoire de sécurité en Belgique. Comme moi je l'avais déjà fait, j'ai aussi dirigé pendant 20 ans un laboratoire de sécurité, ainsi que mon collègue et ami Georges Sutter. Donc si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Donc l'énergie minimale d'inflammation, donc 1 millijoule, donc ça c'est les cas les plus désastreux qu'on peut avoir, hein. Donc si la poudre n'est pas oxydée du tout, et donc la CLO, donc c'est la concentration limite en oxygène, donc on arrive à 4% de volume, hein. La détermination du Pmax, Kmax et de la concentration limite en oxygène se fait en règle générale dans une sphère dite de 20 litres, hein. C'est une opération standard. Donc on prend de la poudre à tester. Donc on prend toujours une certaine concentration. Celle-ci est bien définie par le constructeur déjà de la sphère de 20 litres. Donc on met la poussière
dans un compartiment. Là, on a des allumeurs pyrotechniques, 2 fois 5 kJ, donc le standard c'est 10 kJ. On ferme le couvercle, donc on fait les branchements donc pour les allumeurs. On crée un vide dans la sphère de 20 litres. Sur la poudre, on va exercer une pression d'environ 20 bars. Et une fois que toute la poussière est propagée dans la sphère de 20 litres, on retombe à une pression atmosphérique normale, donc 1 bar et quelques. Et à ce moment-là, donc, on déclenche l'inflammation. Et donc là, on travaille avec différentes concentrations jusqu'à ce qu'on obtienne la pression maximale d'explosion et la valeur KST. Deuxième paramètre qui est important, donc c'est l'énergie minimale d'inflammation. Donc là, on a un tube, il est également appelé tube de Hartmann, il fait un volume de 1,2 litres. Là, par contre, on va jouer, entre guillemets, avec la concentration, avec la vitesse de turbulence et avec l'énergie d'inflammation. Dans cet appareil-là, qui est appelé Mike 3 aussi, donc on a des énergies bien définies qui vont de 1 joule, qui passent à 300 millijoules, 100 millijoules, et on peut aller jusqu'à minimum 1 millijoule. Voilà, donc c'est dans cet appareil qu'on peut identifier donc l'énergie minimale d'inflammation. La passivation et l'oxydation de la poussière a une très grande influence sur les paramètres. Donc si jamais vous êtes en présence d'une telle poussière, il faut s'assurer que l'échantillon est encore représentatif et en l'état de l'installation lorsqu'il arrive au laboratoire d'essai. Il faut envoyer donc directement l'échantillon au labo et convenir au préalable d'une date avec le laboratoire pour qu'il soit également prêt à faire les mesures immédiatement sur votre produit. Donc il faut maintenir la teneur en oxygène au plus bas possible. Donc soit on remplit quasiment entièrement le bidon où on envoie l'échantillon, soit on le superpositionne avec un gaz inerte, ça peut être de l'azote ou de l'argon. En règle générale, on préconise plutôt l'argon puisqu'il est un peu plus lourd que l'azote, ou alors on peut mettre un vide sur l'échantillon. Donc ça c'est possible aussi. L'essentiel c'est qu'il n'y ait pas d'arrivée d'air pour éviter donc une oxydation. Les poussières métalliques fines, donc c'est en quelques micromètres ou nanopoussières, ne peuvent pas être analysées toujours dans les appareils d'essai tels que l'affaire de 20 litres, parce qu'on a déjà constaté qu'elle peut s'enflammer très rapidement dès l'injection dans l'appareil. Quand on est en présence d'un séparateur à sec, donc en cas de transport pneumatique, les poudres métalliques peuvent également se charger en électricité statique. C'est pourquoi les matériaux filtrants, donc les filtres qu'on a utilisés pour la séparation des poussières métalliques, doivent être dissipatifs et mis à la terre. Donc ça c'est très important. Quand on est en présence d'un séparateur humide, là, il faut être très prudent puisque de l'hydrogène peut se former. Alors, si la formule, donc cette réaction est d'autant plus efficace que le métal est non noble. Donc, cela va entraîner un risque d'explosion important aux endroits de l'installation où l'air n'est pas renouvelé. Donc, s'il y a une très forte dilution avec de l'air, il n'y a aucun risque de formation d'hydrogène. Mais par contre, quand on est dans un endroit plutôt confiné, où il n'y a pas ce passage d'air, donc l'hydrogène peut se former très rapidement. Les mesures à prendre, donc les séparateurs humides ainsi que les parties de l'installation qui sont raccordées doivent toujours être équipés de dispositifs d'évacuation de l'hydrogène qui est produit. En outre, les dispositifs de surveillance sont nécessaires pour contrôler le fonctionnement ou le niveau d'eau afin d'éviter que les poussières ne soient entraînées dans la zone de gaz épuré. Donc, il y a eu un événement de Welber. En outre, il est également recommandé de vérifier régulièrement
le cas échéant, nettoyer les conduites d'air de retour. Donc il y a un degré de séparation plus faible des séparateurs humides. Les poussières métalliques peuvent s'échauffer et même s'enflammer d'elles-mêmes en cas de faible humidité ou lors du séchage des boues qui sont séparées. Donc il faut stocker en conséquence. Formation d'hydrogène. Donc un incendie suivi d'une explosion s'est produit lors du meulage tout simple d'une pièce en fonte de magnésium sur une ponceuse à bande. Donc tout est classique selon le procédé d'un meulage à sec. Il y a eu un blessé grave et 2 blessés légers et des dégâts matériels assez conséquents. Le déroulement, donc il y a eu inflammation de la poussière qui s'était accumulée dans le bac de récupération par une étincelle mécanique. Il y a eu une tentative d'extinction avec du sable, mais ça n'a pas abouti. Et donc il y a eu une explosion dans le bassin de boue qui n'avait pas été ventilé de manière sûre, d'où l'accumulation d'hydrogène. En ce qui concerne un usinage au laser, donc ça se pratique beaucoup aussi. Donc on est en atmosphère inerte, puisqu'en règle générale on travaille toujours avec de l'argon. Donc il n'y a aucun risque d'incendie puisqu'on est totalement sous atmosphère inerte. Mais il n'y a pas de passivation des particules. Et de là, donc, il peut y avoir éventuellement un risque d'auto-inflammation lors du remplacement du filtre. Donc des dangers similaires lors du soudage sous protection gazeuse en raison de l'absence de passivation. Donc on n'est jamais sûr à 100% qu'il n'y a pas un risque d'explosion, même en atmosphère inerte. En ce qui concerne les poussières de grenaillage, donc ça on l'utilise aussi pour le nettoyage, donc c'est des mélanges de poussières métalliques et abrasifs, donc avec des agents de sablage, donc si c'est inorganique, donc il n'y a pas de combustion possible, donc on peut utiliser du verre ou du corindon. Par contre, avec des matières organiques qui sont combustibles, très souvent ils utilisent des farines de coquilles de noix, donc pour faire un phénomène d'abrasion. En ce qui concerne les poussières de grenaillage, voici quelques données techniques. Donc la limite inférieure d'explosion peut se situer entre 15 et 1 kg par mètre cube. La pression maximale peut aller de 1,4 bar jusqu'à au-delà de 10 bars. L'énergie minimale d'inflammation se situe en règle générale entre 10 millijoules et 1000 millijoules, donc 1 joule. La température minimale d'inflammation en nuage, donc là c'est quand la poudre est projetée en l'air et qui va toucher une surface chaude, ça se situe entre 270 et 500 degrés et quelques. Et la température minimale d'inflammation en couche, donc là, c'est quand la poudre se repose sur des surfaces chaudes. On a déjà mesuré des températures qui vont de 190 à plus de 400 degrés. Donc même en cas d'utilisation d'abrasifs non combustibles, il peut y avoir un risque d'incendie ou d'explosion. Des retours d'expérience montrent que la protection contre les incendies est mise en premier plan. Les mesures importantes, donc on va éviter les dépôts dans les conduites, donc on l'a vu avant dans la vidéo que je vous ai montrée. Limiter la teneur en métal, donc elle doit souvent être inférieure à 10 voire 20%. Des études expérimentales sont dans ce cas-là toujours nécessaires. Donc le remplacement de l'agent de sablage, mélange de poussière inerte, par exemple la poudre de calcaire, donc du CaCO3, et éviter les sources d'inflammation. Donc là, tout ce que je peux vous préconiser, c'est faire une analyse des risques de toutes les sources d'inflammation, donc les plus pertinentes. Installation mise à la terre, donc la mise à la terre de toute façon elle est toujours importante dans tous les cas, même si un jour vous utilisez un produit qui est très conducteur, il se peut que le lendemain vous en ayez un autre qui ne soit pas conducteur du tout, donc la mise à la terre doit toujours être assurée
et vérifié par l'APA ou autre minimum une fois par an. Donc les températures de surface, veillez à ce qu'elles soient inférieures à 130 degrés. 130 degrés, ça représente les néons, hein, donc l'éclairage. Et n'utilisez surtout pas de revêtement isolant dans les conduites. Et si vous en utilisez, il faut qu'il soit inférieur à 4 kV. Donc ça, on appelle ça la tension de claquage. Les poussières de sablage ne doivent pas nécessairement contenir des métaux légers pour être explosives. Les poussières de grenache d'acier et les poussières de grenache contenant de l'acier peuvent également être inflammables et explosives lorsqu'elles sont projetées en l'air uniquement. Donc quand elles forment un nuage, tout dépend aussi du BZ, hein, donc c'est l'indice de combustion, on appelle ça au niveau international BZ, donc c'est l'indice de combustion qui va de 1 à 6, donc de 1 jusqu'à 3, il n'y a pas de propagation d'un incendie, à partir de 4, il y a une propagation. Donc dès que c'est supérieur à 3, donc il faut prévoir des analyses. Un comportement particulièrement critique a été observé dans les installations dotées d'un pré-séparateur et par conséquent de poussière très fine dans le séparateur filtrant en aval. Donc ce qui nous embête le plus toujours, ce sont les fines. Hein. Les poussières les plus grossières, il y a moins de risques ou pas de risque du tout. Donc des incendies par combustion spontanée se produisent régulièrement dans de telles installations. Recommandation, on va équiper les installations correspondantes d'une protection constructive contre les explosions et d'un système d'extinction d'incendie. Hein. Donc il existe différents moyens de protéger une installation. Il y en a une à côté du village, village de la sécurité, où il y a certainement d'autres confrères encore au salon qui peuvent vous renseigner. Ou ce qu'on peut également faire, donc pour réduire la sensibilité d'une poudre qui est très sensible donc à l'inflammation, on peut y ajouter de la poussière inerte, comme par exemple du calcaire. Les mesures de protection constructive, hein, donc les mélanges air-poussière métallique ont des températures de combustion beaucoup plus élevées que les poussières organiques en règle générale. Donc il n'est pas exclu que les systèmes de protection certifiés pour des poussières organiques échouent en présence de poussières métalliques, en particulier de poussières de métaux légers. Ça s'applique tout particulièrement à la suppression des explosions, ainsi qu'aux systèmes dans lesquels les flammes peuvent être retenues ou la propagation des flammes doit être stoppée, comme les systèmes de décompression sans flamme ou les systèmes de découplage en cas d'explosion. Pour protéger les installations dans lesquelles sont manipulées des poussières métalliques pures ou des mélanges de substances qui contiennent une proportion importante de métaux explosifs, il convient en règle générale d'utiliser également des systèmes de protection certifiés pour les poussières métalliques. Donc il faut faire une évaluation au cas par cas. Hein. Voilà les particularités. Hein. Donc là, on a les caractéristiques entre les poussières organiques et les poussières métalliques. Hein. Donc les données de sécurité, tout dépend de la taille de la particule dont on est en présence et de l'humidité restante. Donc dès que vous faites analyser une poudre dans n'importe quel laboratoire, il va avant tout vous faire la distribution granulométrique ainsi que la teneur en eau restante. Pour les poussières métalliques, donc en outre très fortement dépendantes de l'origine et du pré-traitement de l'échantillon, donc il y a toujours cette fameuse couche d'oxyde qui peut se former. Donc voici les valeurs. Donc la température de combustion pour les poussières organiques, c'est en règle générale autour de 2000 degrés. Pour l'acier, ça peut aller jusqu'à 3000. Hein. N'oublions pas, pour les poudres métalliques, l'acier fond à environ 1800 degrés. L'énergie minimale d'inflammation, elle se situe pour les poussières organiques entre 1 millijoule et 1 joule. Et pour les poussières métalliques, entre 1 et 300 millijoules. Les concentrations limites en oxygène,
Donc pour les poussières organiques, on est en règle générale entre 9 et 13%. Il y a quelques exceptions où on est déjà entre 5 et 8 ou 9%. Pour l'aluminium, on est à 4% et le magnésium donc à 3%. Donc ce sont des valeurs très très faibles. L'inertage, donc on peut le faire avec différents gaz. Donc on peut utiliser du CO2, on peut même utiliser de l'eau, on peut utiliser du N2. L'oxydation possible avec du CO2 ou de l'eau pour les poussières métalliques. La pression maximale d'explosion est la valeur KST, donc la constante de pression. Elle est en règle générale pour les poussières organiques inférieure à 10 bars et également inférieure, donc la valeur KST, à 300 bars mètres par seconde. Pour les poussières métalliques, on est supérieur à 10 bars et dans certains cas, donc on est supérieur aussi à 1000 mètres bars par seconde, donc ce qui est très très élevé. Les agents extincteurs pour les poussières organiques, on peut utiliser de l'eau, par contre ça ne marche pas du tout pour les métaux. Voilà, à noter, lors de la détermination des données de sécurité, il faut strictement veiller à ce que les échantillons soient testés soient représentatifs du procédé. Il faut éviter le vieillissement, donc formation de couches d'oxyde entre le prélèvement et l'échantillon et entre l'essai. En règle générale, seul l'azote ou l'argon entre en ligne de compte pour l'inertage. En cas de suppression de l'inertage, une combustion spontanée peut évidemment se produire dans tous les cas. Lors de l'utilisation de mesures de protection constructive, il faut veiller à ce que les systèmes de protection utilisés aient réellement été certifiés. Pour les poussières métalliques avec des valeurs Pmax et KST, donc élevées correspondantes. Les matériaux filtrants des dépoussiéreurs doivent être conducteurs et bien entendu reliés à la terre. Là, on va passer outre, puisque c'est une reprise de l'ensemble. Donc voici les références sur lesquelles nous nous sommes basés pour faire cette présentation. Voilà, déjà, merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Sinon, on se trouve au hall A, donc stand B31, et également à côté dans le village de la sécurité, où on assure des permanences, donc encore aujourd'hui et demain. Bon, si tout me semble clair, je vous souhaite encore à tous une bonne journée et un très bon salon. À bientôt. Au revoir.